Bienvenue à notre webinaire Gérer en temps de crise et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci aussi à nos généreux hôtes qui nous ont aidés à planifier et à promouvoir cet atelier. Depuis son adolescence, Kimberly Nemrava gère des urgences, tout d'abord dans les domaines de premiers soins et de la sécurité maritime et du sauvetage. Elle a été la première femme à avoir été embauchée par la Garde côtière canadienne pour un rôle opérationnel en recherche et sauvetage, et elle y a ensuite dirigé plusieurs équipes. En 1987, elle s'est rejointe à la Croix-Rouge canadienne pour aider l'organisme à lancer son premier programme d'aide. Depuis, elle a assumé de divers rôles de leadership à la Croix-Rouge et a participé à la gestion de certaines des situations d'urgence, comme le tsunami en Asie, des feux de forêt en Colombie-Britannique et en Alberta, l'épidémie de SRAS et l'épidémie d'Ebola. Elle a pris sa retraite de la Croix-Rouge alors qu'elle était vice-présidente responsable de la Colombie-Britannique et du Yukon et elle aide maintenant les autres organismes. Madame Nemrava est titulaire d'un baccalauréat en biologie de l'Université de Victoria et d'une maîtrise de leadership et formation de l'Université de Royal Roads. Alors que nous vivons le plus grand défi de notre époque, je souhaite vous transmettre des renseignements et des outils concernant l'interprétation, le leadership et la communication. Ce contenu fait partie d'un nouveau parcours lancé par InnoWeave pour vous aider durant cette crise grâce à un programme d'accompagnement et des ressources et à des outils d'orientation. Je fournirai davantage des renseignements à ce sujet plus tard dans la présentation. Vous pourrez aussi consulter les diapositives après le webinaire. Si vous n'avez pas encore vu le Twitter du message du lieutenant-général Roméo Dallaire destiné aux travailleurs de première ligne, consultez-le. La mission connue de tous qu'il a menée pendant le génocide rwandais lui a fait faire l'expérience des situations accablantes. Reconnaissant l'ampleur sans précédent des circonstances actuelles, il a déclaré aux travailleurs qu'ils y étaient préparés. Il les a aussi avertis. Vous n'avez peut-être pas toutes les ressources dont vous avez besoin pour accomplir la mission ultime de sauver tout le monde. Et cela créera des dilemmes éthiques et moraux auxquels vous serez confrontés et vous devrez compter sur vos expériences, vos connaissances et votre compétence pour vous guider dans ces décisions exigeantes et déchirantes. J'ai une pensée et une admiration particulière pour les personnes qui travaillent en première ligne et celles qui s'engagent à offrir leurs services. J'ai retenu dans son message que les travailleurs s'étaient préparés pour cette tâche ardue. Au début, je n'ai pas pensé que cela me concernait, mais j'ai ensuite changé mon idée. Même si aucun d'entre nous n'a demandé de vivre dans cette telle épreuve, chacun apporte son aide. Nous pouvons accepter la situation et choisir de l'interpréter comme un défi de leader. Interpréter cette épreuve comme un défi de leader peut nous permettre de prendre un peu de distance. Cette approche ne nous rend pas la vie plus aisée, mais en le suivant, nous pouvons pleinement mettre en œuvre nos compétences et celles de nos organismes. Ainsi, les périodes de catastrophe ne consistent pas seulement de grands défis, mais elles représentent également de grandes opportunités. Ce modèle de transformation organisationnelle conçu par Kurt Lewin n'est jamais aussi d'actualité que pendant une situation d'urgence. La décristallisation des normes offre une occasion de penser de façon créative et de prendre des mesures collaboratives. En décrivant des actes médicaux qui ont eu lieu à New York,
Le magazine The New Yorker a affirmé « Il y a un assujettissement total de l'ego. Les médecins de grande expérience accomplissent des tâches qu'ils n'avaient pas effectuées depuis l'école de médecine. La médecine, habituellement régie par les hiérarchies rigides et des domaines compartimentés, est libre. Des idées innovantes peuvent être élaborées et mises en œuvre en un temps record. Il est peut-être temps d'entamer cette collaboration insoupçonnée, de se réorienter vers des domaines qui ont besoin de soutien et d'éliminer les obstacles au passage à l'action. Selon mon expérience, il faut être conscient d'une chose importante au sujet de changement. Il se produit beaucoup plus rapidement que ce que l'on pense ou ce que l'on espère. À mon avis, c'est parce qu'à l'occasion d'un bouleversement, les gens sont ouverts à essayer toute solution qui fonctionne. Mais comme il s'agit d'une période épuisante, le désir de stabilité est extrêmement fort. Si la nouvelle façon de travailler n'est pas normalisée rapidement, les gens retomberont dans leurs vieilles habitudes. Les idées innovantes doivent donc se développer rapidement. Chaque catastrophe est différente, mais ils suivent tout ce modèle général. Un niveau de préparation initiale où la ligne bleue croise l'axe Y, la réaction rapide lorsque survit la catastrophe, une phase de redressement lente mais très importante, et des mesures d'atténuation et de prévention tout au long du processus. Si ce modèle est bien mis en œuvre, le niveau de préparation à une nouvelle catastrophe s'accroît. La réaction correspond au moment de mobiliser les personnes qui passeront à l'action rapidement afin d'aplatir la courbe des infections et de protéger la population et l'économie. Un aspect important de ce modèle est que le redressement doit commencer dès que possible, même à petite échelle. C'est à ce moment-là que vos penseurs stratégiques pourront envisager des conséquences futures. Il se peut que vous ayez à travailler en partenariat avec autres organismes ou à charger une petite équipe ou même juste une personne d'étudier ses besoins. Nous sommes tous dans la phase de réaction initiale. Le fait de connaître les 4 phases aide à réguler son rythme et à se préparer. Où en êtes-vous dans cette phase de réaction initiale? Dans certains domaines, il se peut que vous en soyez à l'orientation et que d'autres en soient à la planification. Peu importe où vous êtes, prenez le temps de vous assurer que vos objectifs, vos principes et vos priorités sont clairs. Croyez-le ou non, même les organisations comme la Croix-Rouge, qu'ils interviennent tous les jours en cas de catastrophe, prennent le temps d'énoncer leurs objectifs et priorités. Ceci varie beaucoup en fonction de la tâche à effectuer. Que vous dirigiez une garderie, aidiez la population sans abri, coordonniez des événements culturels ou travaillez dans une organisation qui fait de la recherche ou du plaidoyer. Cette démarche n'est pas longue, mais elle vous aidera à vous assurer qu'en tant que leader, vous ne faites pas de présomption au sujet de l'orientation de votre organisation. Le fait d'exposer et de communiquer de façon claire ses objectifs et ses priorités est très utile pour gérer le nombre infini d'hypothèses qui peuvent paralyser certaines personnes dans leur travail. Lorsqu'une organisation augmente ses activités pour intervenir en cas de catastrophe, elle doit répondre à des besoins prévisibles, c'est-à-dire aux besoins qui sont habituels et récurrents, quelle que soit l'urgence.
comme ceux ayant trait à l'alimentation, aux vêtements, au refuge, à la santé physique et mentale, à l'enseignement et la garde des enfants. Ensuite, il y a des besoins émergents qui sont distinctifs et uniques à chaque situation de catastrophe. Par exemple, après un feu de forêt majeur, le besoin de remplacer rapidement les clôtures pour que les éleveurs puissent regrouper leurs troupeaux de bétail était important. Ou fournir des fonds pour couvrir les coûts d'extermination en raison des infestations de rats dans les maisons rurales après l'incendie était un besoin inhabituel, mais urgent. Surveiller de près les besoins nouveaux, car une action rapide peut vraiment aider les gens. Dans tous les comptes rendus auxquels j'ai participé concernant une catastrophe, la communication était un domaine prioritaire. Pendant une situation d'urgence, se concentrer sur des sources crédibles, vérifiables et fiables peut aider à filtrer l'information à transmettre ou à non. Rappelez-vous que l'objectif des médias est d'obtenir le plus grand nombre de lecteurs. Beaucoup de sources sont tout à fait éprouvées, mais de nombreuses autres diffusent de la désinformation. Les sources crédibles, vérifiables et fiables sont très utiles pour réagir aux rumeurs. Les gens communiquent des mauvaises nouvelles pour se faire rassurer et il ne faut pas tout à fait les en empêcher. On peut cependant les orienter vers une discussion encourageante qui reconnaît leurs préoccupations et qui met l'accent sur ce que nous savons pour aller à l'avant. Il est ainsi plus facile pour les gens de faire la différence entre les pures spéculations et la réalité. Voici certains de mes sites d'information préférés en ce moment. Il est essentiel de communiquer souvent avec vos partenaires, ne serait-ce que pour faire de rapides comptes rendus, pour offrir des remerciements et pour affirmer que vous continuez à poursuivre dans la voie choisie. J'entends souvent les gens dire « Ah, je n'arrive pas à croire que ça fait seulement quelques semaines que tout cela a commencé. » C'est typique de l'intensité que provoque une catastrophe. Pour vos partenaires, le temps peut sembler très long depuis votre dernière communication. De plus, la désinformation répond à un besoin. Vos communications doivent être courtes, claires et fréquentes. Souvent, nous avons tendance à ne pas communiquer quand l'information change rapidement ou si vous n'avez pas de nouvelles à annoncer, dites-le. Si votre organisme a une culture de diffusion d'informations ouverte, il est temps de gérer les communications de manière centralisée. Vous envisagez peut-être des stratégies auxquelles vous n'avez jamais pensé. Il est donc très important que vous soyez très clair et discipliné au sujet de ce que votre personnel peut communiquer. Les gens sont à la fois débordés de nouvelles et avides d'informations. Et lorsqu'une rumeur commence à circuler, il faut faire beaucoup d'efforts pour le démentir. J'ai une amie, une directrice d'école secondaire. Cette semaine, elle m'a dit que le plus dur pour elle dans cette situation était de ne pas connaître la réponse à la question, alors qu'à son école, elle a généralement une réponse pour tout. Vous pouvez aider les gens à s'habituer à ce changement en leur faisant savoir un acheminement ou acheminer leurs questions ou en leur transmettant un message pour les situations en développement. En tant que leader, si vous n'êtes pas fatigué de répéter vos messages clés, c'est que vous ne les transmettiez probablement pas assez souvent. En dehors d'une pandémie, les gens doivent entendre un message à 4 reprises
avant de l'assimiler. Alors, imaginez combien de fois dans le cadre d'une pandémie. Voici une petite liste de vérifications à utiliser pour réviser votre message avant de le diffuser. Gardez à l'esprit que différents publics, personnel de première ligne, clients, gestionnaires, donateurs, bailleurs de fonds, auront besoin de différents renseignements. Prenez soin toutefois de ne pas segmenter les divers publics en trop de sous-groupes pour éviter que vos tâches liées à la communication soient difficiles à gérer. Comme dans beaucoup de situations de leadership, la gestion d'une pandémie vous demandera de répondre à des besoins paradoxaux. Dans les domaines où vous devrez augmenter vos activités, vous devrez croître rapidement. Cette urgence est toutefois une situation à long terme. Vous devrez réguler votre rythme comme dans un marathon. Il y aura aussi beaucoup de périodes où vous devrez vous dépêcher, puis ensuite attendre. Pouvoir considérer ces catastrophes réelles comme faisant partie de l'anormalité peut vous aider à aider votre équipe et les gérer. En tant que gestionnaire, vous avez peut-être utilisé des outils indicateurs de type psychologique pendant votre carrière. Une situation stressante a tendance à accroître l'intensité des styles naturels, mais elle peut parfois pousser des personnes à abandonner leurs normes et à changer leur style. Les personnes qui ont besoin d'avoir toutes les réponses avant de passer à l'action peuvent éprouver beaucoup de difficultés en ce moment. Ce qu'il est important de retenir est qu'il est normal que le style naturel de certains devienne plus prononcé et que le style d'autres personnes vont changer. En le sachant, vous pouvez offrir du soutien, orienter la personne ou vous adapter. À la Croix-Rouge, quand nous devions gérer des catastrophes, nous devenions automatiquement plus indulgentes. Nous ne réduisons pas pour autant des normes et notre exigence de qualité, mais nous savions que quand les gens sont fatigués, ils font plus d'erreurs et que nous devions nous soutenir les uns et les autres. Par exemple, on peut se donner la possibilité de vérifier le travail de chacun ou même de renvoyer un courriel pour qu'il se retrouve en haut de la pile ou de la liste de courriels. De plus, vous avez beau savoir pertinemment quelles tâches ont été mises de côté. Vous seriez surpris de constater combien de personnes ont un avis différent. Sachez-le, le personnel, votre famille et vos amis suivront de près les mesures que vous prendrez en tant que leader ou que gestionnaire durant cette période. Les gens pensent que vous exercez un certain pouvoir sur la situation, voire que vous le contrôlez et ils y attendent. Une collègue m'a dit de souvenir qu'à l'occasion d'une de ses premières expériences de catastrophe, je lui avais dit de ne pas agir avec précipitation. Vous pouvez énormément aider les personnes avec qui vous travaillez en gérant votre propre niveau d'intensité. Elles verront à quel point vous prenez soin des autres et de vous-même. Vous devez penser à prendre soin de vous. Et il est très difficile de s'oublier soi-même, mais cela vous permettra de continuer à aider les autres. La Fondation McConnell, par l'entreprise InnoWeave, redouble d'efforts pour vous fournir du soutien et des ressources pendant cette crise. Le premier parcours de soutien est un service de mentor en ligne.
Ce service confidentiel est offert par des leaders d'expérience ayant déjà fait face à des catastrophes et des urgences. Peut-être voulez-vous discuter de la façon de changer l'angle sous lequel vous voyez la situation de votre organisation, ou avez-vous une idée un peu farfelue qui pourrait faire une différence et souhaitez-vous obtenir de la rétroaction pour peaufiner cette idée avant de le parler à plus de gens? Peut-être souhaitez-vous aussi discuter des changements à apporter un style de gestion en cours d'intervention et des façons d'y arriver. Beaucoup d'entre vous sont habitués à gérer par eux-mêmes. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le premier groupe de mentors sont maintenant en ligne. Dans une situation comme celle que nous vivons, une personne d'expérience peut être d'une grande aide. Je vous encourage à en profiter. Ce soutien est gratuit et confidentiel. Nous allons élaborer des webinaires, des tables rondes et d'autres ressources. Vous pouvez nous aider en nous faisant part des sujets qui vous seront utiles. Enfin, je tiens à dire qu'ensemble, nous allons nous en sortir. Vous êtes-vous déjà demandé comment les personnes qui ont sauvé les hommes coincés dans une mine au Chili ou l'équipe de soccer bloquée dans une grotte en Thaïlande ont réussi à le faire? Elles ont travaillé en équipe. Elles ont mis leur ego de côté et se sont concentrées sur la mission. Quand je pense à vous et aux nombreuses autres personnes qui mettez à profit vos compétences et qui vous dévouez pour lutter contre la pandémie, je sais qu'ensemble, nous allons nous en sortir. Merci beaucoup et continuez de l'avant.